Good morning or good afternoon, depending on your region, and welcome to today's webinar on climate. Bonjour et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sur l'impact des changements climatiques en Afrique de l'Ouest, les nouvelles perspectives. Le thème urgence climatique en Afrique centrale, impact et perspectives, une conversation autour du rapport du GIEC. Je m'appelle Lancelot Eodé et je suis le conseiller régional en communication et relations avec les médias pour le Centre de recherche pour le développement international, CRDI, au Bureau régional pour l'Afrique centrale et de l'Ouest à Dakar, au Sénégal. Avant de commencer, permettez-moi juste de vous donner quelques indications sur la plateforme que nous utilisons aujourd'hui afin que vous ne manquiez rien des présentations et du panel et que vous puissiez interagir avec les intervenants. Tout d'abord, l'interprétation. Sachez que l'interprétation simultanée sera assurée tout au long du webinaire. Et si vous avez déjà choisi entre le français et l'anglais votre langue de préférence lors de votre inscription au webinaire. Veuillez noter que vous pouvez modifier ce choix à tout moment en appuyant sur le bouton représentant un engrenage en haut à droite de votre écran et choisir la langue de votre choix dans la section des paramètres. Deuxièmement, il y aura une période de questions-réponses pendant l'événement et vous pouvez à tout moment soumettre vos questions ou commentaires aux panélistes et aux modérateurs. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'icône Slido en haut à droite également et l'application s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Il vous suffira alors de taper votre question et de soumettre aux intervenants vos commentaires. Notez que vous pouvez également interagir avec les questions posées par les autres participants en cliquant sur le bouton pouce levé ou en votant pour la question qui correspondra à celle que vous avez également. La question sera alors déplacée vers la première page et mise en évidence. Enfin, si vous rencontrez des difficultés techniques, cliquez sur le bouton Aide ou soumettez votre question à John pour que vous puissiez recevoir une assistante immédiate. En cliquant sur Slido, vous retrouverez l'adresse email de John à qui vous devrez soumettre votre question pour recevoir une assistance. Donc, sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à Julie Crowley, directrice du bureau régional du CRDI pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, pour les mots d'ouverture. Julie, c'est à vous. Merci, Lancelot. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette discussion importante et opportune. Il est reconnu que l'Afrique centrale est particulièrement concernée par les changements climatiques. Les effets nocifs des changements climatiques, y compris les changements dans les précipitations saisonnières, dans la fréquence et l'intensité accrue des inondations, des glissements de terrain et de l'érosion des sols, amplifient la vulnérabilité des populations qui dépendent de l'agriculture pluviale et qui sont affectées par les conflits liés à la gestion des ressources naturelles. C'est le cas notamment des femmes et des filles qui ont souvent une charge disproportionnée de responsabilité quant aux besoins de leur famille. Dans ce contexte, il est tout à fait opportun et important de discuter des impacts des changements climatiques dans la région. Pour rappel, depuis 2006, le CRDI a investi plus de 285 millions de dollars dans la recherche sur les changements climatiques, y compris des investissements en Afrique centrale. Nous mettons l'accent sur l'élaboration et l'essai de stratégies et de mesures d'adaptation. Ces projets ont permis d'élaborer des politiques et des plans visant à accroître la résilience des communautés face aux chocs climatiques et à soutenir l'intégration des questions d'équité sociale dans l'action climatique. La stratégie 2030 du CRDI reconnaît que les changements climatiques et les inégalités constituent des obstacles importants à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et que la réponse à ces nombreux problèmes mondiaux est une priorité essentielle. Dans le but d'amplifier la prise en compte des perspectives africaines en matière de sciences de l'adaptation, le CRDI a appuyé le renforcement de la contribution des scientifiques africains au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, et notamment dans le cadre du 6e rapport d'évaluation du groupe de travail 2 et son chapitre sur l'Afrique. Ce travail a été soutenu par le partenariat Adaptation au changement climatique et résilience, que l'on appelle CLARE, qui est un partenariat entre le CRDI et le Foreign Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni.
Le dialogue d'aujourd'hui fournit l'occasion de diffuser les conclusions du 6e rapport d'évaluation et de démontrer le leadership de l'Afrique centrale en matière de climat. Au cours de la présente séance, nous espérons mettre en évidence les résultats clés, les tendances critiques et les questions émergentes propres à l'Afrique centrale, et relever également les lacunes et définir les priorités en matière de recherche et d'action dans la région. Nous avons la chance de compter parmi nous aujourd'hui un groupe estimé de présentateurs et de panélistes pour nous aider à faire tout cela. J'aimerais maintenant vous présenter notre orateur principal, Dr Edmond Tottin, qui est maître assistant à l'Université nationale d'agriculture du Bénin et qui a contribué à la rédaction du chapitre Afrique du rapport du GIEC. À la suite de son discours liminaire, les panélistes de renom que nous avons rassemblés feront part de leurs perspectives et de leurs commentaires. Il s'agit de Mme Marguerite Nzuzi-Kenge, sociologue et expert genre et questions sociales, M. Gervais Ludovic Itsua, expert en gestion des ressources naturelles et en changement climatique, également ancien secrétaire exécutif adjoint et coordonnateur technique de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC. Et finalement, Dr Denis Songwa, chercheur principal au Centre de recherche forestière internationale, le CIFOR. La discussion d'aujourd'hui sera modérée par M. Julien Chorwang, coordinateur régional et rédacteur pour SciDev.net et son édition francophone de l'Afrique subsaharienne. Donc, sans plus attendre, Julien, à vous de jouer pour la discussion d'aujourd'hui. Peut-être que nous devrions, dans ce cas, passer directement à la présentation de Dr Tottin. Je crois que ce serait plus simple. Alors, faisons ainsi. Dr Tottin, nous avons préparé les diapos. Alors, la présentation peut commencer. Merci beaucoup, Julie. Et avant toute chose, je voudrais saluer fondamentalement l'accompagnement du IDRC dans ce processus. Et c'est avec plaisir que je vais présenter les grandes conclusions du rapport sur la zone Afrique centrale. Et comme on peut le voir, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le slide? L'Afrique est l'un des continents qui contribue le moins aux effets des changements climatiques, mais malgré cette petite contribution, l'Afrique subit de plein fouet les affres du changement climatique dans tous les secteurs de développement. Le prochain slide. On peut ainsi voir, même quand nous parlons de l'Afrique, tous les pays ne contribuent pas ne sont pas logés à la même enseigne en termes de contribution aux effets, aux émissions de gaz à effet de serre. Le prochain slide. Et quand nous voyons l'Afrique comparée à l'Asie, on peut voir véritablement ce qui se passe. Est-ce que je peux avoir mon slide en mode un peu plus grand? C'est un peu difficile pour moi de le lire dans cette dimension. Mais on a vu qu'en général, les températures moyennes et saisonnières sont en hausse depuis les années 1960 et c'est une manifestation. Merci beaucoup, Steve, directeur. On a vu que les changements, le slide avant, s'il vous plaît, les changements climatiques ont... Voilà, merci beaucoup. Le changement climatique a doublé la fréquence des vagues de chaleur. Et ce que nous avons, c'est vrai, ici, c'est spécifique à l'Afrique centrale. C'est mentionné l'Afrique centrale, mais c'est spécifique, presque spécifique à toutes les zones d'Afrique où les infrastructures de collecte de données pluviométriques, c'est un grand frein à l'évaluation de l'effet du changement climatique.
En gros, nous avons 1200 stations météo réparties sur le continent, dont près de 52% ne collectent pas des données en temps réel, donc difficile parfois d'avoir des informations. Donc ça, c'est un grand frein à la qualité des informations contenues dans le chapitre. Après, nous avons l'effet combiné de l'augmentation des températures et de la baisse des précipitations qui augmente la tendance à la sécheresse dans cette partie de l'Afrique. Le prochain slide, s'il vous plaît. Et voilà, la vulnérabilité de l'Afrique vient de plusieurs facteurs. D'abord, nous pouvons voir que l'Afrique est un continent où on a une forte pression d'urbanisation et cela pousse dans plusieurs localités des gens à s'installer sur des espaces qui ne sont pas toujours appropriés, soit c'est sur les zones côtières, les berges, les zones qui ne sont pas appropriées et inondables. Nous avons nos infrastructures qui ne sont pas toujours construites pour faire face à ces événements et du coup nous exposent davantage et nos communautés en général du fait de leur capacité limitée ou de leurs ressources limitées ne peuvent pas, sont davantage plus vulnérables au changement climatique. Le prochain slide. Voilà. L'Afrique subit des pertes et des dommages considérables, comme je le disais, dans plusieurs secteurs. Ici, je vais évoquer dans quelques secteurs, notamment au niveau de la santé, le prochain slide, où on peut voir que l'effet, comme je le disais, combiné de l'augmentation des températures et de la réduction des pluies, crée un espace propice à l'apparition. S'il vous plaît, le prochain slide. Voilà, un espace propice à la transmission endémique du paludisme, qui est une grande affection sur le continent. Et les changements climatiques renforcent davantage les inégalités sociales. Déjà que quand on parle de soins de santé, très peu de personnes arrivent à faire face à ces soins de santé dans nos pays. Et avec des maladies qui vont devenir beaucoup plus présentes, ça force davantage à cette inégalité des personnes déjà qui, compte tenu des situations socio-économiques, faibles revenus, des personnes âgées qui sont davantage plus exposées et qui ne peuvent certainement pas toujours faire face à ces besoins en santé. D'abord, même en termes d'infrastructures sanitaires, on n'en a pas toujours en nombre suffisant. Et puis les plus vulnérables avec des affections congénitales, que ce soit des maladies comme l'hypertension artérielle, et avec les vagues de chaleur, et beaucoup de personnes qui travaillent, qui ont du travail manuel. Nous avons des gens qui travaillent, des ouvriers sur des chantiers qui sont exposés aux intempéries, surtout une bonne partie de l'année, et seront beaucoup plus exposés, sont beaucoup plus vulnérables. Et le prochain slide, quand nous regardons aussi au niveau d'un secteur clé, comme le prochain slide, quand nous regardons voilà, un secteur clé comme l'agriculture ou la sécurité alimentaire, on a vu un produit, par exemple, de grande consommation un peu partout en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, comme le maïs. On a vu que les rendements en 1974 et 2008 ont diminué de près de 6%. Et on a les rendements du blé, qui aujourd'hui est une culture en grande difficulté. Tout le monde en parle, surtout avec les situations de crise dans certaines parties du monde. Les rendements, déjà, sur la même période de 1974-2008, ont diminué de près de 2,5%. Et du fait de l'effet du changement climatique. 2/3 des Africains perçoivent que les conditions de production agricole se sont dégradées fondamentalement ces 10 dernières années. Et le problème aussi, parfois, on a vu une grande partie n'arrive pas toujours à expliquer ces phénomènes de changement climatique
Pour eux, c'est parce que on a des pratiques on a des pratiques agricoles, on a des pratiques en général, soit on a offensé les dieux ou des pratiques traditionnelles ne sont pas respectées, que les pluies ne sont pas installées. Mais les effets sont très visibles. Je pense que le prochain secteur que je vais évoquer, s'il vous plaît, le prochain slide, c'est l'eau. L'eau, où nous avons bien évidemment, s'il vous plaît, le prochain slide, où nous avons la combinaison de l'augmentation des températures, la diminution des pluies, à deux effets en général. Il y a d'abord en termes de quantité, et surtout que les villes africaines grandissent très vite. Du coup, la demande en consommation d'eau augmente. Et cette quantité n'existe plus pour satisfaire la forte demande. Mais il y a aussi la qualité de l'eau qui est fortement perturbée du fait de ces deux facteurs combinés. Et du coup, ça se traduit par des impacts sur la santé humaine, mais aussi sur la disponibilité de l'eau dans la consommation domestique, mais aussi pour les cultures, la production agricole, notamment dans les zones d'Afrique du Nord et dans une bonne partie de l'Afrique du Sud où l'agriculture est encore fortement irriguée. Nous avons les effets très visibles. Moi, je viens du Bénin. À une certaine partie de l'année, vous pouvez voir qu'on est en plein dans le délestage parce que le niveau de l'eau baisse, l'eau qui tourne les turbines baisse. Donc voilà, on a des effets visibles sur la production de l'électricité. Le prochain slide. Donc voilà, en gros, quelques secteurs qui sont fortement perturbés, bien que l'Afrique contribue très peu à l'émission des gaz à effet de serre. Nous avons la même chose au niveau de l'économie, où le rapport a démontré que pour ce qui concerne à l'Afrique, le PIB par habitant en moyenne est inférieur de 13% durant la période 1991-2010 par rapport à ce qu'il aurait été si on n'avait pas les changements climatiques d'origine anthropique. Et on peut voir en tête les pays dont les économies sont fortement perturbées dans la zone Afrique centrale. Nous avons le Tchad, nous avons la RDC, nous avons la République du Congo, le Cameroun, le Gabon et puis la Guinée équatoriale, avec le Tchad dont la baisse est près de 22%. Le prochain slide. Donc, en gros, le changement climatique perturbe tous les secteurs de développement. Et actuellement, nous sommes à un niveau de réchauffement global de 1,1%. Et on a vu qu'au-delà de 1,5%, nous aurons des épidémies qui vont s'accentuer. Déjà, nous parlons de la dengue, de la fièvre jaune. Nous aurons des perturbations au niveau de la disponibilité de l'eau, la perte de la biodiversité. Et il est montré qu'au-delà de 2 degrés, il y a certains changements qui seront irréversibles. Quand on prend le maïs, on va perdre près de 40% de la production du maïs, les pâturages dans les mêmes ordres disponibles pour le bétail. Et puis, nous aurons près de 50% de poissons, qui est aussi des aliments de grande consommation, surtout dans les zones côtières. S'il vous plaît, le prochain slide. Donc voilà autant de risques auxquels on se passe et que nous avons, l'Afrique a tout intérêt à ce qu'on garde le réchauffement climatique global autour de 1,5. Au-delà de ce niveau, les mesures d'adaptation à elles seules ne suffiraient pas pour y faire face. Le prochain slide. Et parlant d'urgence dans ce cas, on a vu que si on limite le réchauffement climatique à 1,5 au lieu qu'à 2, et le PIB par habitant devrait augmenter de 5% d'ici 2050 et de 10 à 20% d'ici 2100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut agir et tout de suite. Tout retard dans les actions
pour soutenir les efforts de maintenir ce réchauffement global autour de 1,5 serait risqué pour nos pays. Le prochain slide. Et voilà, mais il y a eu toujours, les communautés se sont toujours adaptées, depuis toujours. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi cette adaptation? Pourquoi on attend à s'inquiéter? Ce n'est pas qu'on a à s'inquiéter, mais c'est parce que les mesures d'adaptation jusque-là ne suffisent plus. Elles restent très fragmentées, parfois limitées à des niveaux de communauté, de ménages même parfois. Il y a le savoir, on peut se dire, mais il y a le savoir endogène qui existe. Nos communautés, nos grands-parents se sont basés sur ce savoir-là pour faire face au changement climatique, c'est vrai. Le problème, c'est que ce savoir n'est pas forcément articulé, ou du moins ce n'est pas toujours articulé dans les options d'adaptation. Et ça reste parfois limité dans des espaces donnés. Et nos pays aussi ont tendance à mettre en place, à avoir une réaction face aux catastrophes qui est assez préparée. Et on peut se rappeler dans les années 2008, dans de nombreux pays, les inondations, il y a eu des programmes d'urgence qui ont été mis en place. Donc souvent, on se met dans une perspective de réponse et non d'anticipation. Et en gros, les mesures d'adaptation restent parfois des initiatives isolées, pas forcément coordonnées ou parfois très limitées dans des espaces donnés. Voilà autant de paramètres qui rendent les options d'adaptation assez fragiles et pour ne pas pouvoir faire face efficacement à l'adaptation. S'il vous plaît, le prochain slide. Et voilà, ça c'est une question qui est revenue de façon abondante dans ce rapport. Comment on peut apprécier les options d'adaptation, permettre aux États d'avoir des options beaucoup plus performantes, efficaces et faisables. Ça a mené à développer un outil qu'on peut voir dans différents chapitres du rapport, le prochain slide, où on a essayé d'évaluer. Prochain slide, s'il vous plaît. On a essayé d'évaluer l'efficacité des options d'adaptation suivant plusieurs paramètres, notamment les paramètres économiques, les paramètres environnementaux, sociaux, institutionnels, technologiques. Et c'est l'effet combiné qui permet de mesurer l'efficacité. On a tendance souvent à répliquer les options d'adaptation parce qu'on a vu que ça marche dans un milieu A, on se dit certainement que ça marchera aussi dans un milieu B. Ce n'est pas évident. Nous avons fait cette analyse à l'échelle de l'Afrique. Et c'est très important que la méthodologie est très bien développée dans les rapports, qu'on puisse reprendre ça au niveau des pays et aux besoins au niveau des communautés pour pouvoir voir quelles sont les mesures qui s'appliquent, qui pourraient avoir des réponses qui pourraient être efficaces dans les milieux donnés. Je prends un exemple à tout hasard comme la migration humaine, qui est une mesure assez efficace d'adaptation. Et les communautés ne migrent pas, le chapitre notamment met l'accent sur ça. La migration en réponse au changement climatique, ce n'est pas des migrations internationales. C'est des gens qui vont partir d'une à une autre parce que la recherche de terres beaucoup plus fertile ou parce que les saisons climatiques ne sont pas assez abondantes, les saisons pluvieuses ne sont pas assez abondantes pour permettre une bonne production. Autre option, par exemple, c'est les infrastructures d'irrigation. Les infrastructures d'irrigation, que ce soit les réservoirs, les barrages, c'est très efficace parce que ça permet une diversification des activités. Ça permet en même temps de faire le maraîchage de cases, par exemple, même en saison de grande sécheresse. Le slide suivant, s'il vous plaît. Et le slide suivant. Voilà. Non, voilà, il y a quelques options d'adaptation que le rapport a permis de mettre en évidence, comme ce sont les systèmes d'alerte précoce, les programmes de protection sociale qui permettent d'anticiper la gestion des catastrophes, la diversification de l'agriculture pour que le producteur ne concentre pas sur une seule culture, mais essaie de diversifier. En même temps, on fait le céréal, on peut faire des légumineuses à côté, on peut faire du niébé.
mais aussi la diversification des sources de revenus, des moyens de subsistance. Comment ne pas vivre seulement au crochet de l'agriculture, comment on peut se créer de l'espace, par exemple le petit commerce, et puis les pratiques d'agriculture écologique et de conservation. Nous avons évoqué le cas du paillage. C'est vrai que le paillage peut avoir d'autres pratiques, mais ça permet en grande partie de mieux rationaliser l'utilisation de l'eau. Le prochain slide. Voilà. La recherche, en gros, sur le climat en Afrique est confrontée à plusieurs contraintes. Notamment, nous avons les données, nous avons la disponibilité du financement, et puis tout cela réduit la capacité d'adaptation. Je vais élaborer un peu plus le prochain slide. Je l'évoquais, les grandes barrières ou les défis de l'adaptation en Afrique. Il y a la disponibilité de l'information climatique, le financement, et puis nous avons les problèmes institutionnels, qui sont aussi de grands défis. Le prochain slide. Voilà, parlant de mécanismes de financement et en quoi c'est un goulot d'étranglement pour l'adaptation en Afrique, on a vu qu'un gros environ 4% du financement mondial destiné à la recherche sur le changement climatique est consacré à l'Afrique, et une bonne partie de ces 4%, environ près de 75% de ces ressources qui supportent la recherche sur les changements climatiques en Afrique, c'est aux mains pas des Africains. C'est des institutions internationales, des universités de l'Occident qui vont venir conduire des recherches en Afrique. Ce qui fait que une des grandes contrainte qu'on a eue, c'est la disponibilité de la recherche sur le changement climatique en Afrique menée par des Africains. Et ça, c'est un grand plaidoyer que nous faisons chaque fois que c'est possible. Comment on trouve des mécanismes qui facilitent un leadership africain, ou du moins comment on renforce le leadership africain dans la gestion du financement. Et il y a plusieurs mécanismes. On a les fonds vert climat, mais aussi les procédures d'accès à ces fonds-là. Ce n'est pas facile pour de nombreux pays. D'abord, il y a le temps qui est très long, et puis il y a les étapes qui parfois sont assez contraignantes. J'évoquais les infrastructures climatiques aujourd'hui en Afrique. On a vu que en gros, sur les 1017 réseaux d'observation climatique disponibles dans le monde, 10% se retrouvent en Afrique, et de ces 10%, 54% ne permettent pas de collecter des données en temps réel. Et puis, voilà, l'amélioration à l'éducation du changement climatique, pour beaucoup, comme je le disais, pour les gens, la représentation du changement climatique, c'est un divin. Le changement climatique est divin. Et on ne comprend pas, on subit, on voit les manifestations, mais les causes, comme on dit, et comme je disais, et les conséquences, c'est toujours de l'ordre du divin. Donc, il y a une nécessité qui est un renforcement de capacité pour aussi permettre au pays de faire face de façon accélérée, de façon rapide, et de collaborer. Un exemple typique qu'on donne ici, c'est le cas de la gestion des dégradations ou de l'érosion côtière, où chaque pays a tendance à se limiter dans ses frontières pour régler le problème, alors que pendant qu'un pays règle le problème, ça ne fait que juste déplacer ça sur le voisin. Le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, et quand nous regardons le graphique A, par exemple, on peut voir que le flux de fonds disponibles pour supporter la recherche dans le monde est en haut, et le graphe orange montre quelle est cette portion qui atterrit sur le continent, très minime. Et quand on peut voir le graphe D qui montre les pays en Afrique qui arrivent à capter ces fonds, presque une infime partie de ces fonds, en gros moins de 20%. Il y a le Kenya et l'Afrique du Sud qui sont les deux pays qui vont se positionner sur le continent en termes de mobilisation de financement pour supporter les initiatives d'adaptation. Le prochain slide, s'il vous plaît.
Et l'autre chose que ce slide nous permet de voir, je ne sais pas si ça permet une bonne lecture, nous pouvons voir que les pays qui font face au changement climatique, ou du moins qui font face aux affres du changement climatique, ne sont pas forcément ceux qui arrivent à capter les ressources. On a un pays comme la Mauritanie, tout le Sahara, la Mauritanie, qui mobilise environ 1800 millions de dollars pour soutenir ces initiatives d'adaptation. Et un autre pays comme le Mali, qui mobilise environ 775 millions. Nous avons le Niger, 666 millions. Mais nous avons le Tchad, et vous avez vu, j'ai présenté dans les slides précédents l'influence du changement climatique sur l'économie du Tchad, un autre pays comme le Soudan. Mais quand on va regarder un autre pays comme l'Égypte, on va voir la grande partie de la mobilisation des ressources au niveau de ce pays-là pour soutenir les initiatives du changement climatique. Près de 7 millions de dollars. C'est énorme, même si on a vu que c'est une infime quantité qui est allouée à soutenir les initiatives d'adaptation. Cette carte nous renseigne sur deux choses. La première, c'est que les pays qui sont les plus exposés ne sont pas toujours ceux qui arrivent à capter les fonds. Ça, c'est quelque chose que je soumets à réflexion. La deuxième chose, c'est que dans de nombreux pays, on a plus tendance à soutenir les initiatives d'atténuation que l'adaptation. Vous pouvez voir, les parties violet clair, c'est pour l'atténuation et le violet sombre, c'est pour soutenir l'adaptation. En général, donc, l'atténuation est beaucoup plus en avant que l'adaptation. Donc ça, c'est la deuxième grande leçon que nous tirons. Et je pense que ça doit être le dernier slide. Je peux voir. Et quand nous regardons la distribution en termes de mobilisation de ressources, heureusement d'ailleurs, nous pouvons voir que l'Afrique centrale arrive à beaucoup plus capter de ressources que plusieurs autres parties. En gros, et ça c'est notre message de fin, c'est que soutenir la résilience en Afrique demande une combinaison de conditions. D'abord, une planification dans le long terme. Une coopération transfrontalière. Une coopération transfrontalière, ce n'est pas seulement le Congo qui planifie son adaptation, mais on planifie ça en concert avec tous les autres pays. Ce n'est pas parce que le Congo ou le Tchad ou autre pays prend des initiatives qu'on règle le problème du changement climatique. C'est une mort collective. Donc, il faut forcément une collaboration transfrontalière. Il faut une distribution équitable des avantages. Malheureusement, les communautés les plus marginales sont les plus vulnérables dans ce processus-là. Et c'est très important qu'on ait des mécanismes qui permettent de réduire les inégalités. Et ça, ce sont les mots de fin de ma présentation. Et merci beaucoup une fois encore au CRDI pour l'initiative. Merci bien. Merci beaucoup, Dr. Totin, pour votre présentation. Extrêmement intéressant. Et maintenant, si je peux inviter notre modérateur pour aujourd'hui, Julien Chong-Wang, à prendre le relais pour entamer la discussion avec les différents panélistes. Et Dr. Totin, vous restez avec nous, bien sûr, parce que je pense qu'il y a peut-être des questions qui vont vous être dirigées également. Julien, à vous la parole. Merci Julie, merci aux autres panélistes. C'est un honneur pour moi, n'est-ce pas, d'être sur ce plateau. Je précise donc que je m'appelle Julien Chong-Wang, je suis le coordonnateur régional de l'édition de langue française de SciDev, SciDev.net qui signifie Science and Development Network, qui est un organe de presse en ligne, n'est-ce pas, dédié à la production et à la diffusion de l'information scientifique pour le développement. Alors, l'honneur me choisit donc aujourd'hui de modérer ce panel. Je précise que sur ce panel, nous avons Madame Marguerite Nzudi Kenge, qui est sociologue et expert genre en questions sociales. Elle est en ligne depuis Kinshasa, en RDC. Bonjour, Madame.
Madame Kenge? Le micro. Le micro. Marguerite. OK. Bonjour, moi c'est Madame Marguerite Nzouzi Kenge, je suis sociologue, comme a dit mon collègue, sociologue, experte en questions sociales et actuellement je suis consultante, je travaille, je suis experte au Centre de recherche en ressources en eau dans le bassin du Congo. Voilà. Très bien. Dans le panel, nous avons également Denis Songwa, qui est donc un chercheur principal au Centre de recherche forestier international, le CIFOR. Il est normalement basé à Yaoundé au Cameroun, mais pour aujourd'hui, il est en ligne depuis Montpellier en France. Bonjour Denis. Oui, bonjour Julien. Nous avons enfin Gervais Ludovic Itsua, qui est expert en gestion des ressources naturelles et en changement climatique. Il est également point focal du GIEC. Le GIEC, qui, je le rappelle, est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est également le coordonnateur des communications nationales à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Il est en ligne aujourd'hui depuis Ouagadougou, non, depuis Paris en France. Bonjour Gervais. Bonjour Julien, bonjour chers participants, bonjour chers collègues. On est ensemble cet après-midi, merci. Très bien. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant cela, je précise que les internautes qui nous écoutent et qui nous regardent en ligne doivent pouvoir adresser leurs questions dans le canal, par le canal qui leur est réservé. C'est un canal qu'ils doivent voir sur leur écran. Donc, ils peuvent continuer à adresser leurs questions parce qu'après la phase de discussion avec les panélistes, on entrera, n'est-ce pas, dans la phase de réponse aux questions des participants. Alors, on rentre dans le vif du sujet et la première question que je m'en vais poser, n'est-ce pas, à tous les panélistes est celle de savoir quelle est, n'est-ce pas, la remarque, qu'est-ce qui retient votre attention dans l'excellent exposé que vient de réaliser Edmond Tautin. Je commence, honneur aux dames, par Madame Marguerite Kenge. Merci beaucoup, Gervais. Monsieur Julien, bon, moi, par rapport à notre présentation, à la présentation de tout à l'heure, je dirais vraiment qu'il y a un problème. Ça, c'est vraiment une présentation, un rapport qui nous éveille un peu par rapport à la situation qui se vaut en Afrique centrale, par rapport au changement climatique. Ce que j'ai retenu, il y a vraiment un problème d'abord d'accessibilité où il y a beaucoup de vulnérabilité. La population vraiment africaine, disons, la population rurale, vivent dans des conditions difficiles et ils sont vraiment exposés dans tous ces effets des changements climatiques. Il y a un effort du gouvernement, des acteurs pour voir réellement comment arriver à résoudre ces problèmes. Je sais que ce ne sera pas aujourd'hui, mais c'est vraiment un problème que j'ai retenu. Il y a aussi le problème des options d'adaptation. Qu'est-ce que nous avons comme option? Toutes ces options que nous a prélevées ici, on a soulevé ici. Il y a aussi, par exemple, le savoir local. Il y a plusieurs expériences de savoir local au niveau des communautés. Parce que nous travaillons avec la communauté. C'est comme ce savoir endogène. Comment on peut le faire ramener au niveau national et puis le faire vraiment instituer afin que ça puisse aussi être un modèle de développement, un modèle pour faire face à l'adaptation au changement climatique. Voilà un peu les deux points que j'ai retenus. Vraiment, il y a une certaine alerte et nous, les acteurs, nous devons faire un effort pour sortir de cette situation. Merci Madame Kenge. Je me retourne maintenant vers Denis Songwa. Vous qui êtes aussi fort, qu'est-ce qui retient votre attention dans le rapport du GIEC qui a été résumé par Edmond Tautin? D'accord, merci Julien. Relative à l'Afrique centrale. Oui, merci Julien, merci de me passer la parole une fois de plus. Bonjour aux copanélistes et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Je pense que Edmond nous a restitué un rapport qui, à mon sens, permet de capter, on va dire, la réalité que nous vivons en Afrique centrale. Mais il y a quelque chose quand même qui m'a spécifiquement marqué.
Parce que quand on parle de l'Afrique centrale, souvent on a tendance à dire l'Afrique centrale, c'est le bassin du Congo. Et quand on dit le bassin du Congo, on voit l'eau. Et on voit de l'eau et on voit la forêt. Mais il nous a montré, oui, que dans ces secteurs qui sont où on observe la vulnérabilité, il y a l'eau qui est, on va dire, un des secteurs importants. Mais ce qui est important, c'est de noter le fait qu'on a une vulnérabilité dans des situations où on a un manque d'eau, comme au Tchad, oui, mais on peut aussi avoir une vulnérabilité. Allô, est-ce que vous me suivez? Il y a un bruit en fond sonore. Je voulais encore porter les colons, ça allait très vite. Allô? Oui, monsieur Sonwa, nous vous écoutons. Je crois que nous allons prier les autres participants et toute autre personne qui est dans le groupe. Nous allons prier tout le monde, n'est-ce pas, de garder le micro fermé afin qu'on puisse bien entendre les spectateurs. Donc, monsieur Sonwa, veuillez continuer, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Donc, je précisais qu'il y a un secteur que Edmond a mis en avant, qui est le secteur de l'eau. Et quand on dit dans l'Afrique centrale, donc on voit généralement le bassin du Congo. Quand on voit le bassin du Congo, on peut penser à un excès d'eau. Mais en même temps, on a la partie, on va dire, nord de l'Afrique centrale, qui est le Tchad, où on a un manque d'eau. Et dans la figure qu'il a montrée, on voit bien que le Tchad et la RDC sont aussi bien affectés par le changement climatique. Ça veut dire qu'on peut être affecté par un manque ou bien alors un excès, on va dire, d'une ressource. Et donc, tout dépend donc de la capacité qu'on a à maîtriser cette ressource-là pour ne pas être vulnérable. Donc, ça, c'est un premier point qui m'a véritablement marqué. Et un deuxième point qui m'a marqué, c'était, on va dire, ce qui peut être considéré un peu comme une double exposition des pays de l'Afrique centrale. Parce qu'il a bien signalé dans sa présentation qu'en milieu urbain, on a certes le climat qui est déjà, on va dire, un facteur, ou alors qui présente des facteurs importants qui affectent des populations, mais on a quand même des conditions de développement qui font que les populations sont doublement, on va dire, doublement exposées à une certaine vulnérabilité. Donc, on a un effet combiné, on va dire, du climat et des conditions dans lesquelles les populations vivent. Donc, voilà deux points qui sont très, très marquants, on va dire, dans la présentation que Edmond nous a fait. Je pourrais revenir dans le prochain tour de table sur d'autres aspects. À vous, Julien. Merci, Denis. Alors, je me retourne maintenant vers Gervais. Gervais, quelle analyse faites-vous de cette... quel constat est-ce que vous faites de ce sixième rapport du GIEC? Le micro, Gervais. Merci, Julien. Merci, Edmond, pour cette... présentation, et aussi merci au CRDI pour cette opportunité qu'on échange sur les impacts sur le bassin du Congo, pour l'Afrique centrale plus spécifiquement. Merci pour cette opportunité et on espère que ça ne restera pas en visio puisqu'on a beaucoup d'acteurs qui veulent en parler de vive voix. Il y a beaucoup de questions à aborder. Il n'est pas toujours évident de tout épuiser lorsqu'on est uniquement en ligne. Donc, c'est déjà quelque chose à noter d'important. Merci donc, Edmond. Je pense que Edmond nous a rendu le rapport. Et ce qui frappe à première vue, personnellement, pour nous qui suivons de près la préparation de ces rapports et ces participations, c'est l'aspect lié aux données. Vous allez constater que tout au long, on parle de l'Afrique centrale, mais tous les exemples reviennent sur l'Afrique en général. Ça veut dire qu'au niveau de nos scientifiques, il y a certainement un problème d'accéder à la donnée réelle du contexte local de l'Afrique centrale pour pouvoir servir des exemples. Parce que si on cible une région donnée,
et que lorsqu'on rentre dans les détails, on vous montre les données de tout le continent, effectivement, ça pose un problème. On aimerait bien n'avoir justement les données réelles. On sait pertinemment qu'il y a ce problème d'accession, ce problème de vieillissement, d'accession à l'information en Afrique centrale en général. Ça fait qu'on se contente des informations du données générales et lorsqu'il faut tenter de contextualiser, effectivement, il y a un problème. Je pense que dans les mesures, je ne sais pas si Edmond avait la possibilité d'aller en dehors du rapport, mais dans les mesures, il faut travailler sur la résilience de nos chercheurs également, parce qu'il y a la grande question, pourquoi on ne trouve pas beaucoup de chercheurs? C'est bien aussi une section qui était intéressante à voir dans la section, dans la présentation de Julien. Combien d'experts, combien de scientifiques de l'Afrique centrale ont pris part à ces travaux ou à la préparation de ces rapports? Comment les recherches, les trouvailles qui sont menées dans nos universités, dans nos centres de recherche, sont prises en compte et reflétées dans ce rapport? Donc, il est important, je pense, de rester sur ça et aussi insister pour dire qu'on n'est pas du tout surpris par les données, surtout lorsqu'on passe au niveau des moyens de mise en œuvre, de cette mauvaise répartition des financements, de la non-mobilisation des financements par nos institutions en Afrique centrale, etc. Effectivement, ce sont des constats qui sont là, qui méritent effectivement d'être relayés, et ça devient une préoccupation de plus en plus au niveau de la sous-région. Je pense que le rapport a bien fait de pointer du doigt ce déséquilibre dans la ventilation des ressources. Je pense que c'est le premier commentaire que je peux faire d'ordre général avant peut-être qu'on rentre dans les détails. Merci bien. Oui, vous gardez la parole, cher Gervais. Vous avez soulevé un point qui me paraît assez important. Vous avez dit, on parle de l'Afrique centrale, mais les données en général, les données qui sont utilisées sont des données de l'Afrique en général, et qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs d'Afrique centrale qui y ont contribué. Est-ce que cela pose le problème, n'est-ce pas, de la fiabilité et de la crédibilité de cette section Afrique centrale du rapport? C'est un problème parce que travaillant, personnellement, je contribue beaucoup dans la préparation des plans d'adaptation des pays, dans l'analyse des vulnérabilités. Il y a des constats qui sont établis, qui effectivement se retrouvent dans le rapport, mais il y a des réalités, certains contextes locaux qui ne s'y retrouvent pas. Et c'est lié justement au fait que beaucoup de la littérature qui existe dans la sous-région n'est certainement pas bien exploitée ou n'est pas visible par les chercheurs qui font la compilation au niveau du GIEC. Voilà, je pense que c'est celui-là le grand problème. Et aussi, nous avions fait le constat, je me souviens encore que lorsqu'on évaluait, on validait le rapport, le résumé pour décideurs du 5e rapport d'évaluation, c'était à Copenhague, je pense, il y avait cette question où toute la zone d'Afrique était ressortie comme n'ayant pas d'impact, ne subissons pas d'impact des changements climatiques. Je me souviens encore de cette discussion. Et il fallait, pour des raisons politiques, reprendre cet aspect parce que les scientifiques nous ont dit que nous n'avons pas trouvé de la littérature qui parle des impacts dans votre continent et du coup, nous ne pouvions pas les prendre en ligne de compte. Donc, il fallait trouver une formule politique à ce moment-là pour pouvoir intégrer ces aspects, vu que sur le terrain, nous les vivons. Sur le terrain, les communautés les vivent. Sur le terrain, les quelques entrepreneurs agricoles qui sont là sont effectivement confrontés par ces questions de pluviométrie, de climat, etc., d'ensoleillement, etc. Est-ce que nos universitaires, est-ce que nos chercheurs ne publient pas assez? C'est bien la question, c'est bien où, vers où il faut voir comment valoriser toute la matière qui existe,
comment vulgariser effectivement l'ensemble de ces trouvailles qui sont trouvées pour susciter, comme j'ai dit tantôt, faire un plan de résilience pour nos chercheurs. Voilà. Merci. Oui, je pense que Denis et Edmond voudraient réagir, n'est-ce pas, sur cette question. On commence par Denis. Oui, d'accord. Non, merci. Je pense que Julien, vous avez soulevé une très bonne question, mais c'est simplement de signaler que Gervais et moi sommes co-auteurs, on va dire, d'un chapitre dans l'état des forêts du bassin du Congo. Et on voit très bien que dans le cycle actuel, le 6e cycle du GIEC, sur à peu près 700 chercheurs, vous avez uniquement 4 qui viennent de l'Afrique centrale. Donc, ça montre qu'il y a très peu de chercheurs de la région qui contribuent. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le GIEC on va dire, un mécanisme, on va dire, de recrutement des chercheurs qui met un accent, on va dire, sur la science. Donc, qui met un accent sur les publications peer-review. Donc, il y a un certain nombre de standards qu'on essaye de faire respecter au processus. Et maintenant, dans ce processus-là, on encourage autant que possible les points focaux, on va dire, comme Gervais et d'autres, à encourager, on va dire, à faire que leurs chercheurs puissent envoyer leur CV, qui passe au travers d'un screening, et c'est après ce screening-là qu'on retient les CV. Donc, il y a ce processus-là qui est quand même un processus laborieux, mais qui est un processus scientifique accepté par la communauté des scientifiques. Et après, une fois que le rapport est produit, comme Gervais l'a dit, on le soumet maintenant aux points focaux dans le cadre, on va dire, d'un processus de validation du résumé. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. On pourra peut-être revenir sur les recommandations. Il a parlé de la résilience des chercheurs. On pourra peut-être y revenir, mais je voulais apporter cette précision-là et donner un peu la réalité en termes de chiffres de ce qu'est l'Afrique centrale, on va dire, dans le 6e cycle du GIEC. À vous, Julien. Merci, Denis. Edmond voudrait compléter? Merci beaucoup. Merci bien, Julien. Et je pense que Denis a commencé par expliquer un peu quelques aspects de la procédure. Bon, fondamentalement, ce n'est pas les auteurs du GIEC qui produisent les données. Ces données viennent en grande partie de la littérature et de la littérature qu'on peut vérifier. Et donc, il a très bien dit, c'est de la littérature peer review. Donc, il y a forcément peut-être des revues qui ne sont pas prises en compte, qu'on n'a pas pu mettre la main dessus. Mais je voudrais aussi ajouter que ce n'est pas parce qu'on vient d'une localité qu'on amène avec soi les données de cette localité. C'est la quantité d'informations qui existent dans cette localité. Nous avons fait justice à toutes les différentes parties de l'Afrique. Et au-delà de ça, nous avons aussi ce qu'on appelle des auteurs-contributeurs et qui viennent d'un peu partout. Dès qu'on connaît quelqu'un qui a une expertise dans un domaine, on sollicite cette personne pour dire tel aspect, nous n'avons pas suffisamment une représentation. On voudrait bien que vous puissiez nous aider. Et on a engagé plus de 20 auteurs-contributeurs autour de ce travail-là. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs allers-retours avant d'avoir cette version finale. Nous avons d'abord à un moment donné, on partage avec les points focaux pour avoir on ouvre à tout le monde pour que tous ceux qui désirent contribuer, review le document, s'inscrivent. Et après, on partage aux dirigeants, aux gouvernants du moins, pour nous amener à voir tel aspect, ce n'est peut-être pas clair, ce n'est pas bon, on fait cet aller-retour. C'est pour dire, ce rapport, avant que ça ne soit publié, sur un parcours très millimétré et suffisamment rigoureux. Et je suis très content que vous l'ayez évoqué. La validation, c'est validé presque mot pour mot, ou du moins mot par mot. Et sur une petite phrase, on peut passer 40 minutes, 1 heure, juste pour accepter ça. Mais le vrai problème qu'on a en Afrique, c'est que parfois, on n'a pas suffisamment de données. J'ai donné l'exemple des stations météo, par exemple, pour avoir des données fiables. Il n'y en a pas. On a vu une bonne partie des données météo en Afrique ne nous permettent pas d'avoir de l'information à temps réel. Ça, c'est des éléments sur lesquels on peut revenir.
Voilà, je tenais à faire cette clarification. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va évoluer dans le débat. J'avais une question pour Madame Kenge, mais j'ai l'impression qu'elle n'est plus en ligne. Alors, en attendant qu'elle revienne, je vais m'adresser à Denis Sonwa pour savoir quel rôle, n'est-ce pas, peut jouer l'agroforesterie, n'est-ce pas, dans la résilience et l'adaptation dont il est question ici. D'accord, merci pour cette question. Je pense que tout à l'heure, on a souligné l'importance, on va dire, de l'agriculture et on a bien vu par, je crois, 2 cultures qui ont été présentées. Je crois que c'était le maïs et le blé. On a bien vu comment ces cultures-là subissaient, on va dire, un certain nombre d'effets. Je pense que Edmond a bien présenté, il a parlé de température et sécheresse. Mais de manière générale, on peut dire que l'agroforesterie est une réalité en Afrique centrale. Et l'agroforesterie est une pratique qui permet, on va dire, de faire face à plusieurs types de chocs. Et ça, il faut le souligner ainsi. Et dans ce cas-ci, il s'agit du choc climatique. Donc, dans des situations, on va dire, de choc climatique, ce qu'on observe dans la région, c'est qu'à pratiquer l'agroforesterie, vous pouvez soit créer un bon microclimat qui soit propice, on va dire, à la culture principale que vous êtes en train de gérer, mais aussi, je pense que Edmond l'a très bien souligné, le fait qu'on peut diversifier les sources de revenus. Donc, il a présenté une source de la diversification des sources de revenus comme, on va dire, facteur, on va dire, d'adaptation. Et ça marche aussi très, très bien pour le climat. Parce que ce que nous avons observé, et ça, je dois remercier aussi le CRDI d'avoir financé, on va dire, l'un des premiers projets sur l'adaptation en Afrique centrale qui était nommé COFCA, Forêt du bassin du Congo et adaptation au changement climatique. Et dans le cadre de ce projet-là, lorsque nous avons fait les études en milieu rural, au Cameroun, en RDC, en RCA, on constatait très bien que quand vous avez, par exemple, plusieurs types de plants qui sont exposés au climat, les arbres parfois peuvent être plus résistants que certaines cultures vivrières. Et donc, parce que les arbres sont plus résistants, les arbres peuvent donc être, on va dire, des éléments qui permettent de faire face au climat. Donc, l'agroforesterie a donc un rôle très important pour amortir les chocs. Donc, je pense que c'est cet élément que je peux mettre en avant pour répondre rapidement à votre question. Ova, Julien? Merci. Je vais me tourner maintenant vers Madame Kenge pour vous demander, tout à l'heure dans votre première prise de parole, vous avez parlé, n'est-ce pas, de la question de la prise en compte des savoirs locaux. Et nous savons que beaucoup de ces savoirs, ou en tout cas une bonne partie de ces savoirs, est entre les mains des femmes. Est-ce que vous avez l'impression que le facteur genre est pris en compte ou en tout cas peut jouer un rôle important dans la résilience face à ces effets qui sont incontestables des changements climatiques en Afrique centrale? Oui, bon, merci, M. Julien. Je pense, comme je viens de parler, les savoirs endogènes sont vraiment très importants dans le lutte contre le changement climatique, surtout au contexte des Africains. Pourquoi? Parce qu'il y a les femmes, c'est plus les femmes qui ont plus regardé jusqu'à ce jour un peu les pratiques traditionnelles. Et quand vous partez au niveau milieu rural, vous voyez effectivement que les femmes vont vous parler elles sont déjà informées. Elles savent par rapport à les pratiques traditionnelles, savent qu'à tel moment, à telle période, il y a déjà un changement. Elles vous donnent même les signes, les symboles pour montrer que voilà, cette année ici, on n'aura pas de production parce qu'il y a tel élément qui est apparu dans la forêt ou bien dans les milieux. Ça, c'est déjà un élément. Quand vous les demandez encore plus, elles vous diront que voilà, pour faire face à cela, nous, on a pris telle technique, telle technique. Donc, les femmes en milieu rural sont les personnes qui gardent plus un peu les éléments traditionnels et qui font un peu cette expérience pour soutenir leurs activités pendant tous ces problèmes de sécheresse ici. C'est comme ça, nous dirons, que si une fois que cette expérience est montée au niveau institutionnel,
ça va aider quand même à partager les innovations, à créer des innovations pour que les femmes, donc les communautés, puissent continuer les activités par rapport à ces normes traditionnelles qui sont aussi très favorables, mais qui ne sont pas connues. Donc, nous dirons que les femmes, vraiment, sont très importantes contribuer effectivement dans cette adaptation du changement climatique dans nos milieux ruraux. Voilà ce que je voulais dire dans ce sens-là. Et est-ce que vous avez l'impression, je veux ici invoquer votre expérience personnelle dans votre pays et dans votre zone d'exercice en RDC où vous êtes, est-ce que vous avez l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, cette place fondamentale, cette place prépondérante de la femme dans la résilience est comprise par les autorités en charge de cette question? La femme, au niveau, donc la compréhension est vraiment mitigée, si je peux dire. Parce que la femme, d'abord, c'est elle, comme nous avons dit, l'activité principale en milieu rural, dans notre expérience, c'est l'agriculture. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, c'est 80% des activités agricoles sont des activités de subsistance qui sont travaillées par les femmes. Mais ces femmes travaillent avec les communautés. Mais au niveau du gouvernement, il y a quand même les efforts qui connaissent quand même les efforts des femmes. Mais le problème maintenant, c'est par rapport aux moyens que les femmes ont pour faire face à pour résilier quand même à ce phénomène d'adaptation. C'est ça, nous avons plus les pesanteurs socioculturels. Dans les pesanteurs socioculturels, il y a d'abord la division du travail. Vous savez bien que jusqu'à aujourd'hui, c'est la division du travail traditionnelle qui conduit les activités au niveau des villages, au niveau de nos communautés et même dans les activités agricoles au niveau de la ville. Et cette activité sont vraiment entrées en conflit aussi avec les programmes institutionnels, surtout par rapport pour l'accès à la terre. Vous connaissez qu'il y a un problème très accentué pour l'accès à la terre où la femme n'a pas place à la terre. Donc la terre, au niveau des milieux ruraux, c'est disponible, d'abord c'est géré par l'homme. Une femme qui fait, par exemple, comme on a parlé de l'agroforesterie, c'est une activité qui est vraiment bien située pour la femme, mais malheureusement, pour le faire, il faut avoir donc un espace à long terme. Mais ça, c'est déjà un obstacle déjà, et un obstacle qui, jusqu'à aujourd'hui, fait vraiment obstacle à l'évolution des activités de la femme dans ces thématiques d'adaptation du changement climatique. Bon, nous dirons qu'effectivement, l'autorité suit de près, mais il y a encore des efforts à faire parce que la femme rurale continue à travailler dans des conditions très précaires et qui n'a pas aussi l'accessibilité, vraiment l'autonomie, l'accessibilité à la terre pour vraiment faire face de façon vraiment positive et de contribuer de façon positive. Voilà un peu. Merci Marguerite. Alors, Gervais, vous avez travaillé énormément sur la question des aires protégées, en particulier en Afrique centrale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'intérêt, n'est-ce pas, de ces travaux dans les opportunités, les défis concernant l'adaptation et la résilience face aux effets des changements climatiques dans notre région? OK, merci. Encore pour cette question. Bon, c'est vrai que nous avons publié dans le cadre de l'état des aires protégées d'Afrique centrale qui a été publié l'année dernière. Il y a eu un chapitre innovant sur la contribution des aires protégées dans la lutte contre les changements climatiques comme étant une solution, etc. Bon, il n'est pas question de rentrer dans ça, mais je pense qu'il est bon de reconnaître que les forêts d'Afrique centrale sont des vieilles forêts et ce sont des forêts qui ont une très grande capacité de séquestration de carbone au-dessus des forêts de l'Asie du Sud-Est et même de l'Amazonie. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que maintenant, le monde entier est engagé dans cette lutte contre le réchauffement de la Terre. Il faut limiter les émissions, les sources d'émissions de gaz à effet de serre, les sources d'émissions de carbone. Et nous avons dans cette région du monde
cette volonté politique qui a créé beaucoup d'aires protégées, qui a créé beaucoup de parcs nationaux. Et ça fait qu'effectivement, c'est à l'avantage de l'humanité d'avoir ces aires protégées parce que nous avons déjà des zones qui sont consacrées pour la conservation, pour la recherche et pour le bien-être des populations locales. Donc déjà, le fait que ces populations, telles qu'on vient de voir la description dans le rapport, n'ont plus leurs besoins satisfaits, toutes les populations riveraines, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il va y avoir une pression désormais sur ces aires protégées. On voit toute cette activité des transhumances, ces troupeaux qui ne trouvent plus de l'eau dans les zones sahéliennes, qui ne trouvent plus à manger de l'herbe verte, se rabattent donc dans ces aires protégées pour les détruire. C'est juste parce qu'ils doivent s'alimenter. Et donc le constat que nous avons fait effectivement dans ces écrits prouve à suffisance que, bien entendu, que les aires protégées jouent ce rôle qu'on ne peut plus refuser aujourd'hui dans la lutte contre les changements climatiques, mais il y a effectivement le fait que ces forêts, ces aires protégées sont elles-mêmes en train de subir les effets néfastes des changements climatiques, qu'il y a une action urgente à faire en matière de gestion de ces aires protégées, que effectivement vous allez partir dans les plans de gestion des aires protégées, on va vous parler des suivis ou de monitoring écologique, mais ça ne prend pas le pan du comportement de l'aire protégée vis-à-vis de l'évolution du climat, des précipitations, etc. C'est plutôt limité à ce que les animaux doivent manger, etc. Et on a eu pas mal de travaux sur ça. Donc, il y a eu donc cette grande recommandation de la nécessité de permettre à ces aires protégées de continuer à jouer un rôle pour le bien de l'humanité, mais et que les gestionnaires de ces aires protégées doivent être au fait, doivent être encadrés, doivent être formés, et il faut donc du coup élaborer urgemment des plans d'intégration des changements climatiques dans la gestion des aires protégées au quotidien en Afrique centrale. Et donc, il y a cet aspect, Edmond l'a rappelé tout à l'heure dans sa présentation, cet aspect lié à l'accession aux ressources. Si vous voyez depuis comment ces aires protégées, certaines ont été créées depuis 1934, ça veut dire que ça contribue suffisamment, ça veut dire que les États mettent suffisamment de ressources pour les maintenir en état, payent du personnel, qui parfois payent de leur vie, mais il y a aussi le fait qu'il est temps justement pour la communauté internationale qui bénéficie de ces bienfaits, les bienfaits de ces aires protégées, de justement payer pour le prix de la conservation de ces aires protégées. Voilà, on a l'occasion effectivement de revenir si jamais les amis ont des préoccupations. Merci bien. Oui, merci, Gervais. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va aller tout à l'heure aux questions, n'est-ce pas, du public. Mais avant cela, je voudrais faire un dernier tour de table. Nous avons vu dans l'exposé de M. Totin qu'il y avait un ensemble de défis. Moi, j'en ai compté 6, économique, information technologique, finance, gouvernance institutionnelle et politique, capacité humaine, sociale, culturelle. Alors, vous êtes tous des chercheurs, mais avec des centres d'intérêt différents. Quelles sont les priorités? Parce qu'on sait, on l'a vu d'ailleurs, nos États n'ont pas nécessairement les moyens suffisants pour engager tous ces défis au même, relever tous ces défis au même moment. Quels sont, selon vous, les priorités, les défis prioritaires en fonction de vos centres d'intérêt? 1 minute pour chacun. Je commence par Denis. D'accord. S'il fallait, on va dire, donner un défi prioritaire, je dirais l'interaction science-politique. Je dis l'interaction science-politique, pourquoi? Parce que on est ici dans la présentation, on va dire, d'un rapport du GIEC, qui est un rapport, on va dire, qui fait quand même l'état de la connaissance.
et fait l'état de la connaissance et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de déficits en termes de personnes dans la région qui ont contribué au processus. Et cela souligne le fait que même les personnes qui sont au pouvoir et qui sont dans la prise de décision n'ont pas forcément encore été bien imprégnées par la chose climat. Donc, il y a un dialogue science politique pour faire comprendre à celui qui prend la décision l'importance de ce que la science révèle. Mais aussi, il y a un défi, on va dire, de mainstream ou bien alors d'intégrer, on va dire, les aspects de la science, on va dire, dans les formations, dans les capacités des gens qui seront en position de décider demain, en position de communiquer, ceux qui font la communication, par exemple, en journalisme. Donc je pense qu'il y a cette interface, la science et la société, qui nécessite, on va dire, d'être soutenue. Et je pense que les chercheurs et les décideurs ont un rôle important à jouer. Donc, je préfère m'arrêter là, Julien, voyant que le temps nous tient par la gorge. Merci, Denis. Oui, le temps nous tient, commence à nous serrer, nous tenir par la gauche. Alors, Marguerite, qu'est-ce qui peut être prioritaire parmi les défis à relever pour réussir l'adaptation et la résilience face au changement climatique en Afrique centrale, de votre point de vue? 1 minute. Le micro est fermé. Veuillez ouvrir le micro, s'il vous plaît. Bon, je dirais par rapport à tout ce que nous avons connu comme discrimination au sein de la communauté, parce que ça fait partie aussi des éléments de blocage pour que la femme puisse aussi se développer, pour s'intégrer, contribuer efficacement, comme avoir un leadership dans l'action des changements climatiques. Nous avons pensé à ce qu'il y a quand même vraiment une étude approfondie sur l'autonomisation des femmes et des filles, voir comment amener la femme à se développer, à s'impliquer plus dans les prises de décision. Parce que nous avons, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de conférences qui se font, il y a beaucoup d'activités qui se font, mais l'engagement de la femme est encore faible à ce niveau-là. Donc nous avons pensé aussi à cela. À part cela aussi, il y a au niveau des terrains où nous avons différents conflits, surtout dans les zones frontalières. Il y a beaucoup de conflits liés aussi au changement climatique. Et là, c'est aussi la femme qui subit tous ces effets. Disons, la violence faite à la femme, la violence basée sur les gens. Et ça aussi, une étude approfondie pour savoir comment ça impacte la femme dans le contexte des changements climatiques. C'est vraiment très important pour nous, aussi pour vraiment développer la gouvernance de la femme dans ces thématiques. Voilà un peu les 2 points que nous avons trouvés si importants pour continuer vraiment, malgré qu'il y a déjà une bonne compréhension du genre, quand même au niveau des acteurs, il y a déjà une bonne compréhension que vraiment il y a l'égalité, nous devons travailler à l'équité, mais cette équité doit vraiment se traduire en acte à travers les résultats des études. Voilà ce que je merci madame. Gervais, vous qui êtes spécialisé dans les ressources naturelles, pour vous, qu'est-ce qui est prioritaire comme défi à relever pour réussir la résilience et l'adaptation au changement climatique en Afrique centrale? Je dirais simplement que les gens qui sont animés du Saint-Esprit ont tous le même langage. Je souscris parfaitement à ce que Denis et Marguerite venaient de dire tout à l'heure. Plutôt ajouter ceci. Chacun doit se sentir responsable. En Afrique centrale, vous allez vous rendre compte que le processus participatif est intégré dans les lois, dans la réglementation. L'État n'empêche pas à la société civile de prendre des actions. Les institutions sous-régionales n'empêchent pas aux parties prenantes. Chacun doit se sentir responsable. Là où l'État ne peut pas accéder aux ressources pour aller partager des bonnes pratiques, les centres de recherche, la société civile, ceux qui se battent sur les aspects du genre peuvent accéder. Si le CRDI ne peut pas donner des ressources à un gouvernement parce qu'il manque, il y a des questions de gouvernance, mais ils seront prêts à donner à une ONG. Voilà, donc chacun doit se sentir responsable et prendre des actions qu'il faut. Ne pas attendre que ce soit un politique, un ministre, un député ou un qui fasse. Non. Sentons-nous responsables chacun là où nous sommes. Voilà le cri d'alarme que je voulais juste lancer sur cette question. Merci. Ok, très bien. Merci mesdames et messieurs pour cette première ronde et ces interventions
qui m'ont paru extrêmement riches. Maintenant, elles ont été tellement riches qu'elles ont suscité un important nombre de questions. Je vais commencer à les dérouler les unes après les autres. Alors, la première question, c'est comment en est-on arrivé à déterminer le seuil dangereux de 1,5 degré de réchauffement et 1,5 degré au niveau global? Ça voudrait dire quoi au niveau de l'Afrique centrale? Donc, je crois qu'il y a déjà eu des ébauches de réponses, mais est-ce que quelqu'un voudrait préciser rapidement pour l'internaute qui a posé la question? Je peux me lancer, oui, voilà. Je pense qu'il y a plusieurs scénarios qui sont expérimentés ou c'est basé sur des évidences où on se dit il n'y a pas que le 1,5. On a le 1,5, on a le 2 pour dire, bien, écoutez, si on se met dans un contexte où nous sommes à 2 degrés de réchauffement global, où en serons-nous? Quels sont les impacts possibles sur l'agriculture, sur la santé, sur les ressources en eau, sur la biodiversité? Donc, je pense que c'est basé sur la science. C'est basé sur la science. Et pour ce qui concerne le réchauffement actuel, je l'ai dit dans ma présentation, nous sommes autour de 1,1. Et c'est pourquoi on se dit, on a tout intérêt. Et si on voit déjà les impacts que nous subissons, des maladies qui surgissent, et si on va au-delà de 1,5 et au grand maximum au-delà de 2 degrés, il y aura des changements qui seront irréversibles. Voilà. Voilà, je vois Denis qui souhaite ajouter quelque chose, mais je voudrais que cette chose s'ajoute, n'est-ce pas, en même temps que Denis répond à la deuxième question qui est celle-ci. Il y a des changements qui ne sont pas de nature climatique, mais aussi importants. Par exemple, la déforestation dans le bassin du Congo. Y a-t-il le risque que mettre l'attention sur les changements climatiques diminue l'attention sur les autres causes de dégradation de notre environnement? Je pense que Denis est assez bien placé pour répondre à cette question parce qu'il est aussi fort, qui est le Centre international de recherche forestière. Denis? D'accord. Donc, je dirais que je commence par la fin, par votre question la plus récente. Je dirais que mettre, on va dire, le regard sur les changements climatiques ne devrait pas nous éloigner, on va dire, des autres préoccupations de nature environnementale qu'on a en Afrique du Sud, qu'on a en Afrique centrale. Cela devrait être vu de manière intégrée. Donc, tout ça doit être vu de manière intégrée parce que Edmond l'a bien signalé dans son rapport, les aspects climat et les aspects pauvreté ou alors les autres aspects de dégradation de l'environnement peuvent avoir un effet synergique et avoir un effet multiplicateur sur la vulnérabilité des personnes ou des groupes qui sont exposés. Donc ça, c'est ce premier aspect-là. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine les 1,5 degrés? On détermine les 1,5 degrés suivant notre capacité, la capacité, on va dire, des populations mondiales à faire face ou pas. Donc, on a défini ces scénarios en se disant, OK, si on a un changement, on a une augmentation de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Voilà ce qui va arriver, on va dire, en termes de capacité d'adaptation de la communauté. Donc, une fois qu'on l'a dit, il faut préciser que 1,5 degré, c'est la moyenne sur, on va dire, la moyenne mondiale. Donc, quand on dit la moyenne mondiale, ça veut dire qu'il peut y avoir des coins, des parties du monde où on a à 2 degrés, d'autres où on a à moins 1,5, mais 1,5 c'est la moyenne. Et je pense que Edmond pourra me corriger, si on atteint 1,5 sur le plan mondial, en Afrique centrale, on sera au-dessus de 1,5. Et donc ça veut dire que nous avons intérêt, nous en Afrique centrale, à être encore plus regardants sur les questions d'adaptation, de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique. Parce que pendant que le monde sera à 1,5, nous, en Afrique centrale, on court le risque d'être au-dessus de 1,5. Mais c'est la 1,5, c'est la moyenne globale. Edmond pourrait me corriger si je me trompe non, sur ces aspects-là. Je ne peux même pas vous contredire parce que je suis assis aussi dans un bureau du CIFOR. Non, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Et on a montré, par exemple, que 1,5 degré au niveau global n'est pas 1,5 degré au Mali, en Mauritanie ou au Soudan. Non, il y a la valeur mondiale, mais il y a aussi ces représentations au niveau de chaque communauté. Et ce que je disais, les 1,1, c'est la valeur actuelle au niveau global.
OK. La troisième question qui nous est adressée par nos internautes est celle de savoir si la langue n'est pas une barrière, n'est-ce pas, à la mobilisation des fonds. Est-ce que les pays francophones ne sont pas défavorisés ou bien est-ce que les facteurs principaux sont différents? Qui peut répondre à cette question? Je peux dire que c'est un vrai frein. La langue est un vrai frein. Et à plusieurs endroits, ça, c'est quelque chose que nous avons remarqué et nous avons souligné aussi dans le rapport, notamment quand il s'agit d'accès à certains mécanismes d'adaptation, le Fonds vert climat, par exemple, où on demande que la langue de soumission des documents soit l'anglais. Ça, c'est un vrai défi. Bon, c'est vrai, dans nos pays, nous avons la possibilité de trouver des gens pour rédiger les documents en anglais, mais dans un pays où d'abord nous parlons français, et si on doit faire des efforts supplémentaires pour aller mobiliser l'expertise pour aller transformer un document en anglais, c'est vrai qu'on perd du temps. Et je dirais en ce sens que c'est un vrai défi. Et ça fait partie des souplesses qu'on peut introduire dans ces mécanismes-là pour permettre au pays de faire face. Parce que l'adaptation ou les impacts que les gens subissent ne veut pas savoir si c'est français ou si c'est en anglais. Non. Marguerite voudrait ajouter quelque chose. Le micro. Et moi, je pense que je peux confirmer cela, parce que quand vous soumettez, il y a d'abord le problème d'information, parce que quand c'est en anglais, les documents arrivent peut-être un peu tard, et même si ça vous arrive, le temps que vous cherchez à comprendre les textes, et puis les situer dans les contextes locaux, ça devient vraiment difficile. Ça prend beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup d'experts vraiment thématiques, changement climatique d'abord, et puis les experts aussi en anglais. Et pour associer les deux, ce sont des problèmes en tout cas qui causent un peu des difficultés au niveau de la société civile. Par exemple, des gens il y a même des soumissions qui sont vraiment en dernière minute rejetées parce qu'ils n'ont pas pu le finir, parce qu'ils ne connaissent pas s'ils ont bien écrit ou pas. Donc, c'est vraiment un élément très important, avoir un défi, je pense, au niveau le plus élevé de voir est-ce qu'il faut vraiment former plus, donner aussi les opportunités aux jeunes experts de comprendre aussi l'anglais, parce que c'est la langue de compétition. On ne peut pas faire autrement. Donc, vraiment, il faut former aussi les jeunes dans ce sens-là, mais aussi mettre aussi faire beaucoup d'efforts pour que les documents nous arrivent aussi en français. Merci, madame, pour cette précision. Alors, l'autre question est celle de savoir s'il y a des données disponibles sur la destination des fonds qui sont distribués, n'est-ce pas, en Afrique. Est-ce qu'il y a des données pays par pays qui pourraient permettre de voir si cette répartition est équitable ou non? Peut-être, Edmond? Je pense que mon dernier slide ou l'avant-dernier a essayé de montrer la distribution entre 2014 et 2018 sur différents pays de l'Afrique et encore plus loin, qu'est-ce qui est alloué à l'adaptation et qu'est-ce qui est alloué à l'atténuation. Je pense que ces données existent, on peut facilement avoir accès à ça. Et comme je disais sur ce slide, l'une des grandes leçons, c'est que ce n'est pas les pays les plus exposés qui arrivent à facilement capter ces fonds. Ça, c'est très important et ça doit nous toucher. Merci. Autre question. Comment expliquer que l'Afrique, qui émet le moins de gaz à effet de serre, soit la plus touchée par les effets du changement climatique dans le monde? L'internaute poursuit. Je pense que cette question peut être interprétée de deux façons. Du point de vue de la justice climatique et puis du point de vue, n'est-ce pas, du système du climat global. Et le fait que les gaz à effet de serre soient mélangés et redistribués au niveau de toute l'atmosphère, dont des impacts peuvent être sentis très loin de leur source. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui peut expliquer que l'Afrique, qui produit le moins de gaz à effet de serre, soit finalement la plus impactée par le changement climatique? Tout à fait. Et cela montre que le participant a bien dit les questions de justice, c'est ça. Mais cela montre une fois encore l'intérêt d'avoir des actions concertées. Ce n'est pas parce que nous émettons moins de gaz que nous allons moins subir, ou ce n'est pas parce que nous prenons des mesures au niveau de notre pays que nous allons moins subir. Non. Après, c'est un problème global.
Et l'Afrique émet moins de gaz parce que simplement nous sommes très peu industrialisés. Vous avez vu le graphique que j'ai présenté et quand on a vu l'Asie par rapport aux autres parties du monde. Donc je pense, c'est vrai, c'est une question de justice sociale. C'est vrai que bien que nous émettons moins de gaz, nous sommes plus impactés simplement aussi parce que nous avons une capacité de résilience faible et nous devons travailler, nos pays doivent travailler à renforcer cette capacité de résilience. Cela passe par des actions concertées, cela passe par des programmes d'adaptation transfrontaliers et cela passe par une concertation de nos systèmes de gouvernance. Merci. Oui, merci Edmond. Gervais voudrait compléter. Oui, effectivement. C'est-à-dire que c'est... Edmond a un peu abordé ça vers la fin de sa... En fait, c'est la capacité à réagir au changement. Donc, je pense qu'il faut lier ça à la problématique du développement. Si nous avions des structures qui nous permettent de faire de la prévision climatologique, on peut avertir les populations que, attention, cette saison de pluie ne démarrera pas au temps opportun, au temps habituel, il sera décalé d'un mois, par exemple. Mais il se trouve clairement que, comme on l'a dit, tout ce système est obsolète en Afrique en général. Et d'où la nécessité de travailler pour remettre en place les réseaux, les reconstituer et mettre un système d'information climatologique à la disposition des différents acteurs. Donc il y a ça. J'ai vu une image tout à l'heure dans la présentation d'Edmond. On a montré un point d'eau. Est-ce que vous croyez que si l'infrastructure hydrique au niveau des pays était correctement fait avec un bon système comme on le voit dans les pays développés ici, est-ce qu'on pouvait avoir ces images? Je dis non. Donc il y a véritablement encore ce problème de développement qui s'oppose. J'ai suivi un participant poser la question sur la question liée à la déforestation. Mais écoutez, les gens doivent se développer. Qu'est-ce que vous voulez? Si le développement il passe par là, nous qui avons beaucoup travaillé sur ces questions, aujourd'hui on parle de la notion de déforestation planifiée et non planifiée pour prendre en ligne de compte justement ces besoins de développement. Si pour que vous fassiez une route qui amène vers ton village, il faut couper la forêt, tu vas dire quoi? Que je veux faire les changements climatiques, la route vers mon village, les produits manufacturés ne peuvent pas arriver, les produits agricoles ne peuvent pas sortir, doivent prendre une semaine, 2 semaines en route, la banane va pourrir avant même que la route... En fait, c'est ça la problématique. Monsieur Gervais, on va faire du développement raisonné. C'est bien compris. Il nous reste très peu de temps. Il y a une dernière question qui est ciblée, celle-là, qui s'adresse à Marguerite. Alors la question est celle de savoir, est-ce que, vu et considéré que les problèmes d'accès à la terre sont bien antérieurs au changement climatique, pensez-vous que travailler sur la résilience climatique soit une opportunité pour les femmes ou bien une excuse pour ne pas aller travailler sur les inégalités historiques? En 1 minute, s'il vous plaît. Le micro. Bon, effectivement, le problème d'accès à la terre, c'est un problème qui date de longtemps. Mais je pense que ce sera aussi une opportunité pour permettre, une fois que la femme a accès à la terre, de bien contribuer effectivement dans la résilience, de faire ça de la résilience. Parce qu'une fois qu'elle a l'accès, elle a la place pour travailler, par exemple, l'agroforesterie, elle va le faire pendant plus ou moins 25 ans. Et là, cette femme-là a la diversité des produits alimentaires. Elle a aussi les possibilités d'avoir plus de revenus. Donc, je pense, un plaidoyer dans ce sens est vraiment très important. Permettre à la femme de travailler de façon même communautaire, ensemble, pour accéder à l'espace terrien. Ce sera une opportunité pour la femme de faire encore mieux et de subvenir à ses besoins plus que ce qu'elle vivait avant. Ok, j'ai une dernière question, je m'en voudrais de ne pas la poser à M. Edmond. Alors, lorsqu'on dit que l'Afrique ne pollue pas beaucoup, parce qu'elle n'émet pas beaucoup de gaz, parce qu'elle est sous-industrialisée, et qu'en même temps, on dit l'Afrique centrale est la région, elle se réchauffe plus que la moyenne mondiale, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Est-ce que les gaz
produits au nord viennent se concentrer au-dessus de l'Afrique centrale. Comment ça s'explique? Non, ça c'est une très belle question que je vais aussi demander à M. Gervais ou à Denis Dissifort de nous expliquer pourquoi simplement... Sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, sauf si les organisateurs nous accordent quelques minutes supplémentaires. Non, je pense que cela dépend de plusieurs facteurs. Ce n'est pas que le climat. Ça peut être je ne donnerai pas une réponse juste parce que je ne connais pas aussi. Mais je me dis, c'est une combinaison de plusieurs paramètres. Et il y a un des participants tout à l'heure qui disait, il n'y a pas que le climat. Nous avons l'urbanisation, le rythme d'urbanisation. Nous avons l'occupation, les modes d'occupation des terres. Nous avons l'accroissement de la population. Et tous ces facteurs combinés pourraient expliquer, je dis bien pourraient, parce que je ne connais pas avec justesse pourquoi cette partie est plus chaude. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. D'accord. Ah, oui. Oui, non, je pense Est-ce qu'on peut avoir quelques minutes? Julie, on peut avoir quelques minutes supplémentaires? Je crois qu'une minute serait appropriée. OK. Oui, d'accord. Une minute, s'il vous plaît. Oui, non, je pense qu'Edmond a commencé à bien répondre, quoi. Et imaginez, lorsque vous avez, on va dire, un facteur, une source d'émission qui arrive, chaque région du monde va répondre en fonction, on va dire, des événements climatiques ou alors du relief et tout qui sont propices à ces zones-là. Donc, si vous avez une zone, par exemple, qui a une sensibilité importante et qui peut facilement absorber, on va dire, la source de chaleur, à ce moment-là, il va de soi que vous pouvez avoir un réchauffement qui soit plus important, on va dire, à ce niveau-là. Donc, les paramètres biophysiques de chaque élément du globe contribuent à expliquer l'absorption ou pas, on va dire, de la quantité d'énergie qui est émise vers la surface terrestre. Je pense que en une minute, c'est rapidement ce qu'on peut dire. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez 15 secondes, s'il vous plaît. Pour ne pas vous frustrer. Justement, c'est comme Denis a commencé à dire, il s'agit des aspects biophysiques du continent africain. Pour ceux qui ont suivi, vous avez suivi qu'effectivement, l'étendue, l'amas du continent africain fait effectivement que la traversée des airs ne se fait pas en un train comme si on était sur une zone où la superficie était plus petite. Donc, il y a justement ça qu'on prend en ligne de compte par rapport au fait que toute cette traversée au niveau de l'Afrique ferait... Donc, ça ramène justement au fait que l'Afrique est le continent le plus étendu du monde et ce fait joue à la défaveur du continent africain lorsqu'il s'agit des aspects de concentration de gaz d'effet de serre, de traversée des masses d'air, etc. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme donc de cette discussion. Nous espérons qu'elle a été utile, qu'elle a été constructive et que vous y avez trouvé des informations importantes. Nous vous remercions de toutes les façons pour votre aimable attention. À très bientôt. Julie, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Julien. À l'évidence, il y a beaucoup à dire et ce fut vraiment un panel des plus intéressants. Le moment est toutefois venu de remercier notre présentateur, nos panélistes et vous-même, cher Julien. Donc, Dr Edmond Tottin de l'Université nationale d'agriculture du Bénin, Madame Marguerite Nzouzi-Kenge, sociologue et experte genre et questions sociales, Monsieur Gervais Ludovic Itsua, expert en gestion des ressources naturelles et en changement climatique, Dr Denis Songwa, chercheur principal au Centre de recherche forestière internationale. Merci beaucoup de vos propos, commentaires édifiants. Ce fut un honneur de vous avoir sur ce panel. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir généreusement accepté cette invitation. Merci également donc à vous, Julien, coordonnateur régional et rédacteur pour SciDev.net et son édition francophone de l'Afrique subsaharienne. Votre expertise communicationnelle, votre réactivité et votre doigté ont contribué à faire de ce dialogue un moment riche et intéressant. Au plaisir de vous retrouver dans SciDev. Et merci également à tous mes collègues du CRDI qui ont travaillé dans l'ombre pour l'organisation de ce webinaire, en particulier Michele, Mélanie, Lancelot, Mawa et Anne-Marie. Finalement, merci à vous tous, chers auditeurs, de votre intérêt. Nous espérons que cette discussion vous a plu et je me permets de vous signaler que l'enregistrement de ce webinaire sera disponible prochainement en ligne. Surveillez nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Bye bye.
Merci, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.